Bon, bah, écoutez, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et désolé pour 7 minutes de retard. Donc, ce soir, on est à Charbonnières-les-Bains pour une réunion un peu exceptionnelle dans le prolongement des réunions publiques qu'on a déjà eu l'occasion de faire, qui concerne davantage la collaboration intercommunale. Donc, on a fait à l'échelle de la communauté de communes, on a fait des CIVOM, on a fait un syndicat qui gérait la compétence des personnes âgées. La semaine dernière, un syndicat qui gérait la compétence assainissement. Voilà, on va bientôt faire l'eau potable, on a fait une communauté de communes. Et ce soir, je suis avec Éric Pérez, qui est président du CIGERLI, donc il va nous dire ce qu'est le CIGERLI, avec d'autres personnes dans la salle, des élus de Charbonnières, notamment le maire de Charbonnières-les-Bains, qui est juste à côté de moi. Et donc, ça tombe bien qu'on soit là aujourd'hui, puisqu'en plus, au niveau national, on a le président de la République qui était aujourd'hui à Belfort, en territoire de Belfort, pour parler également d'énergie, à la fois avec une ambition en matière d'énergie d'ENR, d'énergie renouvelable, et également d'énergie nucléaire. Donc voilà, ça fait le lien un peu entre la distribution des énergies localement et la production également électrique. Donc ce que je vous propose, pour commencer, on va faire comme dans chaque réunion, c'est que je vais passer la parole à Éric. Il va nous rappeler ce que c'est le CIGERLI, peut-être se présenter à titre personnel. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est d'engager un échange avec les personnes qui sont connectées sur les sujets de leur choix. Voilà. Je te passe la parole. Merci, Thomas. Bonsoir à tout le monde. Je me présente rapidement, Éric Pérez. Je suis donc président du CIGERLI. Je vous présenterai le syndicat de manière assez rapide après. Je suis aussi conseiller à la métropole de Lyon, donc dans le groupe majoritaire Les Écologistes, et j'ai aussi la chance d'être conseiller municipal, mais une fois dans la minorité à Saint-Genis-Laval. Le CIGERLI, c'est un syndicat de 66 communes, c'est un syndicat mixte ouvert où il y a aussi la métropole qui siège, syndicat qui existe depuis 1935. L'origine de ces syndicats, pour le rappeler, les communes sont propriétaires des réseaux de gaz et d'électricité. À l'époque, elles devaient faire face à de nombreux interlocuteurs et de nombreux concessionnaires, ce qui était parfois difficile. Elles ont donc fait le choix de se mutualiser. 25-26 communes en 1935 ont fait ce choix-là, la force de la mutualisation, pour se sentir moins seules sur ces sujets-là. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a la mise en place de monopoles d'État dans la distribution de l'énergie, où pour l'électricité, maintenant, vous avez l'entreprise Enedis, et pour le gaz, l'entreprise GRDF. Ça, c'est le cœur historique des missions du CIGERLI, à savoir le contrôle de la concession de distribution d'électricité et de gaz. Le contrôle de la concession, c'est s'assurer que les investissements sont bien réalisés sur notre territoire et qu'il n'y ait pas de difficultés sur le service public de l'énergie, notamment qu'il n'y ait pas de coupure, qui puisse être trop longue, etc. Enfin, on s'assure de la qualité du service public de l'énergie. En plus de ces compétences autour de la distribution d'énergie, au fur et à mesure des années, s'est mis en place le choix d'enfouir les réseaux, donc tout ce qui est réseau aérien, de les enfouir en aspect esthétique, cadre de vie, mais aussi de s'assurer de la sécurité du service public de l'électricité en n'ayant pas de défaut lorsqu'il y a des grosses tempêtes ou de la neige qui viendrait sur ces réseaux aériens et qui pourrait poser difficulté. Au-delà de ces aspects autour des réseaux aériens, on a aussi la gestion de l'éclairage public. Donc, sur les 66 communes du CIGERLI, il y en a 50 qui nous ont délégué la publique, pour laquelle on réalise les investissements, les travaux, mais on achète aussi l'énergie. Donc ça, c'est aussi une part du travail du CIGERLI, à savoir l'achat d'énergie pour les collectivités, puisque nous travaillons particulièrement avec les communes, mais aussi quelques établissements publics, les CCAS, voire d'autres établissements publics. Ces compétences se sont ajoutées des sujets autour de la transition énergétique. On a pu visiter cet après-midi un site de production. Il y a 15 sites photovoltaïques gérés par le CIGERLI, avec des installations de petite taille sur les toits des collectivités. Et il y a aussi un sujet autour du conseil en énergie partagée. Le conseil en énergie partagée, c'est un service au sein du CIGERLI qui réalise des bilans de consommation, des suivis, des audits pour regarder la consommation énergétique du patrimoine public et pouvoir faire des préconisations auprès des collectivités, le but étant de faire de la performance énergétique et d'essayer de limiter les consommations d'énergie.
Voilà, ça fait partie des nombreuses missions du CIGERLI et du syndicat que j'ai pu vous résumer en quelques minutes. Très bien, merci beaucoup Eric. En tout cas, je vois que les gens s'intéressent aux questions énergétiques puisqu'on a pas mal de personnes qui se sont connectées. Alors, je ne sais pas si le maire de Charbonnières, Gérald, voudra dire un mot, mais peut-être dans l'échange davantage. Oui. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est de faire comme habituellement, c'est-à-dire une réunion très interactive. Donc vous êtes sans doute des habitants du territoire du CIGERLI, c'est-à-dire métropole, hormis la commune de Lyon, plus les communes voisines comme Brignais, Vourles, Chaponneau, notamment pour la circonscription, entre autres. Et même si vous n'êtes pas de ce territoire, je pense que vous êtes intéressé sur les questions à la fois d'éclairage public pour savoir comment ça fonctionne, de développement durable, de comment est produit l'énergie. On peut aussi parler du mix électrique français pour savoir si vous voulez parler du nucléaire, des énergies renouvelables. Donc voilà, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez juste simplement activer votre micro, vous pouvez parler dans le petit chat ou alors lever la main numériquement ou simplement prendre la parole. Voilà, vous le faites vraiment comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une première personne qui souhaite intervenir vraiment sur les sujets de votre choix, y compris sur des questions très concrètes sur la manière dont fonctionne votre éclairage public, si vous avez le prix de l'énergie, etc. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole en activant son micro? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Je pense que ce n'est pas Marie-Cécile, par contre. C'est Jean-Luc, c'est son époux. On vous écoute, Jean-Luc. Merci. Merci pour cette initiative. Et j'ai beaucoup de questions, mais je ne vais peut-être pas toutes les poser. Je ne vais pas être le seul. On peut commencer par l'éclairage public. Je trouve que… De quelle commune vous êtes, Jean-Luc? De Brignais. De Brignais, très bien. Donc vous êtes voilà. Qui fait partie du CIGERLI. Oui, pour citer Brignais, mais ce n'est pas la seule. L'éclairage public, je trouve, est complètement excessif en termes de nombre de points lumineux, de puissance, même s'il y a des efforts qui ont été faits, notamment en Brignais, dans l'hypercentre, pour mettre de l'éclairage à LED. Mais il y a encore beaucoup trop d'éclairage traditionnel qui consomme beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup trop de points lumineux et pourquoi ne pas, dans certains endroits, peut-être pas de partout, mais arrêter cet éclairage public comme ça se fait souvent dans beaucoup de villages des Monts du Lyonnais. Dès 23 h, on coupe et on rallume à 6 h. Voilà pour la première question. Je vous propose de prendre les questions les unes après les autres. Et est-ce que déjà, monsieur, vous savez comment vous financez votre éclairage public? Sur quelle ligne de voisin? Alors, je pense que ça peut être l'occasion aussi que Eric connaît très bien le sujet, de dire comment ça fonctionne l'éclairage public. Et ensuite, Jean-Luc, la question de dire pourquoi ne pas réduire l'éclairage public. Après, le financement, c'est une chose, mais pas uniquement. C'est surtout la consommation, l'économie d'énergie. Ouais, ok. Eric. Alors, pour vous répondre et essayer d'expliquer aussi le mode de fonctionnement. Brignais, c'est une des communes du CIGERLI, mais c'est une des communes qui a souhaité, pour le moment, garder sa compétence éclairage public en interne. Donc, c'est Brignais qui fait ses choix par rapport à l'éclairage public. Donc, il peut y avoir effectivement, selon votre goût, trop de points lumineux, trop de puissance et la possibilité de faire de l'extinction totale ou partielle, ce que vous avez pu évoquer. Pour vous dire, nous, on échange avec la commune de Brignais pour lui dire « Venez au CIGERLI déléguer la compétence éclairage public. On aura un parc plus cohérent, on pourra faire un certain nombre de choses et ça sera plus pertinent. » Moi, pour vous donner des éléments, par exemple, nationaux, parce que localement, on n'en a pas nécessairement, mais on sait qu'en 20 ans, on a augmenté la puissance lumineuse de plus de 94%. Alors, ça s'explique pour différentes raisons, pas tellement sur les territoires denses, mais parce qu'il y avait un rattrapage à effectuer sur des territoires en périurbains ou en ruraux, où on avait de plus en plus de gens qui allaient y vivre et sur lesquels il n'y avait pas de points lumineux, il y avait une demande. Ça, c'est une première étape. Moi, ce que je défends, c'est qu'il y a aussi une réglementation. Donc, le nombre de points lumineux, il est fixé par la législation et nous oblige à avoir tous les 25 mètres un mât d'éclairage public pour pouvoir éclairer une rue et garder un spectre lumineux qui soit cohérent et qui ne fasse pas qu'il y ait des zones d'ombre parce qu'on sait que ça pourrait perturber les automobilistes et que ça serait un risque d'accident.
Quand on accompagne, nous, les communes sur l'éclairage public, en tout premier lieu, on fait un audit de la commune pour voir le nombre de points lumineux, l'état du parc, s'il est vétuste, s'il y a des difficultés, comment on va pouvoir le traiter. Et maintenant, ce qu'on souhaite faire, et vous l'avez évoqué avec l'utilisation de technologies LED, c'est mettre en place des luminaires qui nous permettent de consommer moins parce que la technologie nous le permet, mais surtout qui va pouvoir modifier les usages. Parce qu'avant, quand vous aviez de l'éclairage basique qu'on peut encore connaître sur une grande partie du territoire, ça consistait juste à éclairer, à s'assurer qu'il n'y ait pas de difficulté, qu'il n'y ait pas un point lumineux qui soit éteint et en cas d'accident, que l'usager accidenté se retourne envers la commune pour défaut. Ça, c'était le traitement de l'éclairage public pendant des années. Maintenant, on sait qu'avec la technologie, on va pouvoir travailler l'usage, on va pouvoir réduire les puissances, comme vous l'avez indiqué, à certaines heures. On va installer des horloges astronomiques pour modifier ces puissances de façon à éclairer au mieux. Et nous, il y a aussi un point qu'on traite avec les communes, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des schémas directeurs aménagement lumière ou aménagement lumineux, des SDAL pour utiliser l'acronyme, où là, on va étudier le parc éclairage public d'une commune et on va pouvoir l'adapter en fonction de la densité d'habitat, de la densité de mobilité. Et là, on va pouvoir dire, dans tel quartier, on va pouvoir baisser la puissance, on va pouvoir mettre des horloges astronomiques. On va même pouvoir faire de la proposition d'extinction totale ou partielle à la collectivité avec ce schéma qui nous paraît pertinent. Ce qui fait qu'on ne va pas, par exemple, aller éclairer des espaces naturels sensibles parce que, du coup, ça aurait un impact sur la biodiversité. Ok, alors, ouais, je ne sais pas si, Jean-Luc, ça vous convient, mais alors, moi, ce que je retiens des cas de la commune de Brignais, donc c'est bien la commune de Brignais qui a la main directement sur son éclairage public, donc c'est un échange qu'il faut avoir aussi avec les élus municipaux de Brignais. Mais ils sont conscients aussi de ça et ils veulent évoluer. Et quand vous évoquez la question notamment de l'extinction, l'an dernier, ils ont participé à un événement qui s'appelait La Nuit est belle, qui était un événement ponctuel. Une nuit, on coupe pour voir ce que ça donne. Et pour essayer de comprendre l'impact que ça peut avoir, c'est un événement de sensibilisation qu'on va renouveler cette année, mais qui est pertinent. Je peux vous dire que vos élus sont plutôt intéressés sur ces sujets et sont sans doute ouverts au dialogue. Je ne sais pas, Jean-Luc, si ça vous convient comme réponse. Oui. On parle beaucoup, enfin, j'en ai parlé déjà au niveau de Brignais, mais ça ne bouge pas. Voilà. Et ben, je pense que c'est un peu vrai pour beaucoup de sujets où on parle et il n'y a pas d'action. Alors, pour vous faire le retour, vous citiez l'exemple des Monts du Lyonnais. Effectivement, dans les Monts du Lyonnais, quasiment toutes les communes ont avancé sur ce sujet-là de l'extinction de la nuit et en font même un argument. C'est-à-dire que vous rentrez dans les communes des Monts du Lyonnais, on a mis des panneaux, ici extinction de la nuit, etc. Et c'est vrai que moi, pour habiter dans les Monts du Lyonnais, le soir, on redécouvre les étoiles aussi, ça a plein d'avantages. Par contre, je voudrais quand même vous dire deux éléments qui font que dans les réflexions des élus, ça a été compliqué dans la mise en œuvre. C'est que déjà, quand vous faites ça, il y a quand même beaucoup de craintes à surmonter sur la délinquance, sur la sécurité. Moi, il y a même des gens, je me rappelle dans mon bureau, qui m'ont dit, mais moi, quand je vais faire pipi la nuit à 3 h du matin, l'éclairage public me permettait de ne pas éclairer mon... Là, j'ai eu ça comme argument. Hein, voilà. Oui, mais je vois bien. Et c'est-à-dire que les gens qui s'étaient habitués à ça, quoi. Et je peux vous dire que les premières fois que je me souviens... des réunions qu'on faisait, qu'on sortait à 23 h, on devait ressortir à la lampe de poche. C'est une habitude à reprendre. En fait, l'exemple que tu donnes, il est assez et juste le deuxième point, c'est le financement. Parce qu'en fait, on gagne de l'argent au bout d'un certain temps, mais dans un premier temps, ça demande quand même un investissement pour remettre des horloges astronomiques ou autres. Mais donc, c'est une vraie décision à prendre. Alors, c'est là aussi, j'interviens sur le deuxième point que tu viens d'indiquer. On parle beaucoup aussi d'éclairage intelligent, de télégestion. Et moi, je rencontre pas mal de communes qui disent « Ah, bah, ça serait intéressant qu'on puisse faire ça ». Donc, nous, on a été rencontrer une entreprise qui fait de la télégestion, qui est du coup à Brinda, qui s'appelle CityLoan, et qui nous a expliqué, et c'est pourtant, elle vit de ça, nous a dit nous ne mettrons pas de l'éclairage intelligent partout, pas sur chaque lumineuse, ça coûterait une fortune et ça n'aurait aucun intérêt. Les horloges astronomiques, c'est intéressant parce qu'on peut les mettre dans nos armoires d'éclairage public, c'est-à-dire qui représentent plusieurs points lumineux. Donc on ne va pas avoir nécessité d'en mettre de partout et on ne va pas mettre la technologie qu'il faut changer régulièrement. Il ne faut jamais oublier ça aussi. Hein. La technologie, comme nous, elle a une durée de vie.
Donc, il faut utiliser ça à bon escient et que ça n'ait pas un coût financier supplémentaire. Et pour vous donner un exemple et ce que tu pouvais évoquer sur les sorties de fin de conseil municipal, l'autre jour, on était en réunion autour de ce projet La Nuit est belle et on avait l'intervention de la commune de Charly, donc qui n'est pas très loin de Brignais, qui pratique l'extinction au cœur de nuit. Et Madame Marie-Laure Ruet, adjointe au maire sur ces sujets-là, nous dit, on le fait depuis plusieurs années, et encore aujourd'hui, c'est un problème avec les riverains qui, dès qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit au moment où c'est éclairé, remettent en cause le fait d'avoir pratiqué l'extinction. Et c'est une pression pour la commune qui, pourtant, s'est engagée là-dessus pour plein de raisons. Ils trouvent une pertinence. Je sais même qu'il y a des communes en France qui ont fini par revenir à rééclairer parce que l'acceptation sociale n'y était pas de la part des habitants. Inversement, dernier exemple, dans les Monts du Lyonnais, les nouvelles zones d'activité, on s'est même posé la question de savoir s'il fallait de l'éclairage public tout court. Parce que finalement, dans les zones d'activité, on y va en voiture et comme personne ne travaille la nuit. Alors, ce que je vous propose, Jean-Luc, c'est comme il y a deux autres questions, on fait tourner et ensuite on revient pour vos autres sujets. Je crois qu'il y avait Yvan dans l'ordre qui souhaitait intervenir, ensuite Eric. Yvan, si vous pouvez vous présenter et dire de quelle commune vous êtes. Bonjour à tous. Moi, je suis de Lyon. Moi, je rejoins tout à fait la question qui a été posée là précédemment. Je trouve qu'en 30 ans, 40 ans, le nombre de luxe dans les villes, c'est affolant. On ne voit plus la Voie lactée à Lyon, par exemple. Mais bon, ce n'était pas ça mon propos, c'était quand même... Ça s'adressait plus à monsieur le député Gassillou. On a eu des déclarations de Macron aujourd'hui sur le futur énergétique de la France. Bon, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, sauf sur le nucléaire et encore, sur ce qu'il faut investir dans les 10 et 30 ans qui viennent. Le problème que je vois quand même à tout ça, c'est la législation qui contraint aujourd'hui de nombreux projets à être abandonnés ou retardés. Une éolienne terrestre aujourd'hui, c'est 7 ans de discussion, quoi. Un réacteur nucléaire, ça doit être auprès de 12 ans de discussion. Bon, après, il faut le temps de la construction. Même les éoliennes en mer, je dirais, posent problème. Et quand on voit ce qui a été annoncé au niveau des parcs photovoltaïques, faut reconnaître quand même que je ne sais pas comment on va arriver à trouver les terrains pour. Il y a les toits, mais les toits, c'est un infinitésimal. Puis je ne vois pas quand même, par exemple, à Lyon, couvrir tous les toits de cellules photovoltaïques. Ça aurait d'autres inconvénients. Mais qu'est-ce que, je dirais, l'Assemblée nationale, le législatif en général, fait aujourd'hui pour quand même alléger toutes ces procédures qui paraissent très démocratiques, mais qui en réalité le sont peu, parce que c'est toujours les quelques personnes qu'un projet peut gêner, c'est vrai, qui retardent tous ces projets. Faut quand même savoir que une centrale nucléaire de 900 MW, une vieille, ça représente quand même la surface de Lyon en photovoltaïque. Ça ne sera pas quelque chose qui va être facile à installer compte tenu de tous les recours qui existent. Et j'aimerais avoir votre réponse là-dessus, quoi. Alors, déjà, merci beaucoup de cette question. Effectivement, il y a eu des annonces aujourd'hui concernant l'avenir énergétique. Il y a eu beaucoup de travaux ces derniers mois, ces dernières années à ce sujet-là, la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, les rapports qui ont été demandés à RTE, Réseau de transport d'électricité, sur l'évolution du mix électrique. Et la question que vous posez, c'est un des aspects qui est intéressant, effectivement, c'est le niveau de réglementation. Sachant qu'en fait, il y a eu des décrets qui ont été pris pour simplifier et raccourcir certains délais pour certaines installations. Mais ce qu'il faut voir également, c'est les conditions d'acceptabilité de certaines installations. Par exemple, sur l'éolien terrestre, il y a eu tout un
c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait neutre quand on installe une éolienne dans un territoire, notamment pas tant sur le paysage, mais aussi sur le bruit que ça peut faire. Donc la législation, finalement, je trouve qu'elle est là pour essayer de concilier l'ensemble des usages qu'on veut avoir du territoire et faire concilier les usages d'habiter à un endroit et également d'installer une éolienne, par exemple. Mais c'est le cas pour l'ensemble des infrastructures, y compris, par exemple, les relais télécoms ou le passage des routes ou autres. Et donc, je trouve que c'est ça les points d'équilibre compliqués à obtenir. Après, concernant les chantiers structurants, notamment en matière nucléaire, c'est sûr que c'est des chantiers qui sont sur le temps long. Quand on construit une centrale nucléaire, il faut avoir quasiment 100 ans il faut raisonner sur 100 ans, effectivement, entre le temps d'installation, le temps d'exploitation, le temps de démontage. Et donc, il faut absolument avoir une prévision fine pour justement ne pas être contraint par les délais. Et c'est pour ça que le président, je pense, a fait des annonces aujourd'hui, c'est que quand on connaît les besoins énergétiques à venir dans les années qui arrivent et les centrales, on va dire, qui vont arriver à bout de vie, même si on les prolonge de 10 ans, ce temps long nécessite de prendre les décisions aujourd'hui pour les besoins qu'on aura dans 10 ans. Donc voilà, je n'ai pas sinon de réponse toute faite. Sinon, comme vous, conscience qu'il faut qu'on arrive à simplifier nos législations et pas que dans le domaine énergétique. Je ne sais pas si Eric, toi, tu as peut-être plus de concret. Moi, j'avais oui. justement une suggestion à faire sur un projet de cette ampleur. N'est-il pas le moment, l'opportun, de faire une loi exceptionnelle qui permette de réduire considérablement les délais pour au moins les sites existants d'EDF? Il y en a suffisamment qui sont concernés. EDF a des réserves foncières autour de ces centrales existantes, de sorte que, sans brimer trop, je dirais, les intérêts civils qui peuvent s'exprimer, et en étant conscient de la déshonnêteté de certains nombres de recours, qui clairement des recours totalement négatifs et qui ne cherchent qu'à bloquer les choses. N'est-il pas là le champ pour une initiative législative forte et courageuse pour au moins permettre à EDF de travailler très très vite sur ces sites existants? Concernant donc là, il est question des EPR, donc c'est-à-dire des nouveaux réacteurs de troisième génération. Si vous voulez, on pourrait reparler de comment ça marche, réacteur, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que je suis allé en visiter plusieurs des réacteurs nucléaires, et encore lundi, je suis à l'IRSN, qui est un institut sur la sécurité nucléaire. Et en tout cas, moi, de ma fenêtre, le réglementaire n'est pas l'élément le plus contraint concernant les EPR. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'a pas prévu un seul nouveau site nucléaire en France. Les EPR seront installés sur des sites existants, comme au Bugey, par exemple. Et effectivement, EDF a déjà fait les acquisitions foncières nécessaires pour l'installation de ces sites. Et au Bugey, par exemple, on y était il y a quelques semaines, quelques mois. On a emmené une cinquantaine de citoyens. Il y avait une dizaine de maires également qu'on a emmenés sur place. Ils ont déjà fait les acquisitions foncières. Et en attendant la décision politique de lancement des EPR, qui a été annoncée aujourd'hui, ils ont déjà avancé en temps masqué sur l'ensemble des délais nécessaires pour faire en sorte que quand on appuie sur le bouton, les choses sont lancées. Donc, je suis d'accord avec vous sur le constat des délais parfois qui sont trop importants en France, des délais d'analyse, de recours, etc. Mais en tout cas, concernant les EPR, je ne crois pas que ce soit l'élément le plus bloquant. L'élément le plus bloquant, c'était le temps de la décision politique. Et ensuite, c'est le temps de la construction qui est long, et particulièrement puisque ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas mis en route une centrale nucléaire. Donc, quand on a refait l'EPR, que ce soit en France, en Finlande ou au Royaume-Uni, il y a eu des filières à reconstituer pour construire ces EPR. Mais les délais, je ne crois pas qu'ils soient fondamentalement en cause, les délais administratifs. Oui, je voudrais simplement prendre la parole. Là, pour les EPR, je suis d'accord, on les construit sur les sites existants et les mairies en général sont pour, donc, et la population aussi. Donc, pour le nucléaire, il n'y aura pas de problème. Enfin, pour les nouveaux, quoi.
Par contre, pour tout ce qui est photovoltaïque, éolienne, bon, vous nous avez dit, là, des éoliennes terrestres, il n'y en aura pratiquement pas, quoi. On va les construire en mer, bien que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup plus cher, hein. Mais bon, c'est peut-être le prix à payer. Par contre, il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, le lithium pour les batteries électriques. Le lithium, on en a beaucoup en France. Bon, personne ne parle aujourd'hui d'aller l'exploiter, quoi. C'est bizarre. Donc, on préfère que ce soit les Chiliens, les Chinois, etc., parce que l'exploitation apparemment pollue un petit peu, mais en France, on n'en parle pas, quoi. Moi, je trouve ça un peu choquant, quoi, d'aller compter sur des pays à bas coût de main-d'œuvre qu'on peut polluer facilement pour développer l'électrique en France, quoi. Alors, sur les ENR, vous avez raison. Donc, je pense que sur le nucléaire, les délais administratifs ne sont pas les éléments plus grands. C'est sûr que sur les ENR au niveau terrestre, ça prend en compte. Par contre, là, encore une fois, sur le photovoltaïque, j'ai l'impression qu'on a pas mal réduit. Par contre, sur l'éolien, c'est sûr que l'éolien, les délais, voilà, les délais et la condition d'acceptabilité, je peux vous dire que je connais un peu plus le territoire des Monts du Lyonnais. On a une certaine ambition en matière de transition énergétique, puisqu'on a vocation en 2050 à être à énergie positive, c'est-à-dire plus produire d'énergie qu'on en consomme. Et sur l'ensemble du territoire des Monts du Lyonnais, on a repéré peut-être 1 ou 2 sites maximum pour mettre des éoliennes. Parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations un peu de partout et on ne va pas aller imposer à quelqu'un qui vient d'acheter sa maison de lui dire tu auras une éolienne jusqu'à côté de ton jardin. Donc voilà. Et fondamentalement, moi, dans notre mix énergétique, il faut utiliser tout, mais je ne suis pas sûr que l'éolien soit le point le plus majeur. Et sur le lithium, pour vous faire une réponse, et après Eric pourra éventuellement compléter, les terres rares ne sont pas si rares que ça. Par contre, il faut beaucoup d'énergie, de main-d'œuvre, et parfois dans des conditions qui ne sont pas très bonnes pour les extraire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu la facilité de confier ça d'une certaine manière aux Chinois parce qu'ils savent faire, aux Chiliens, moins cher que nous et dans des conditions qui ne seraient pas socialement acceptables chez nous et aussi d'un point de vue environnemental. Et c'est sûr qu'il faut regarder ce sujet les yeux ouverts parce qu'effectivement, la transition énergétique, elle est aussi porteuse de dégâts ailleurs. Il ne s'agirait pas de dire on est propre chez nous, mais ça génère de la pollution ailleurs, ce qui peut parfois être le cas parfois avec les terres rares. Je ne sais pas si Eric… Si, sur cette dernière partie, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a des industriels français qui posent la question et qui, je pense, font remonter au gouvernement qui aurait intérêt à aller revoir notamment le code minier et pouvoir se donner la possibilité, parce qu'il y a des filières autour d'usines de production de batteries et qu'il y a un modèle économique à construire en Europe. Et il me semble qu'avec l'épisode Covid qu'on vit depuis 2 ans, on remarque d'avoir disséminé la chaîne de valeur à travers tout le monde peut poser quand même rapidement un problème lorsqu'il y a une crise totalement inattendue. Après, c'est remettre en place des filières économiques sur ces sujets-là. Il y a des pays en Europe qui sont plus en avance que nous. Moi, je pense qu'il y a aussi, et c'est un sujet qui est partagé, peu importe la couleur politique, une nécessité de réindustrialisation à l'échelle européenne et d'autonomie énergétique à avoir. On peut se poser la question avec les conflits potentiels qu'il pourrait y avoir autour du gaz à l'est de l'Europe. Donc, il y a nécessité de travailler ces sujets-là, à les anticiper, mais je pense que déjà, il faut revoir le code minier et il faut qu'il y ait des entreprises qui trouvent un modèle économique et pas justement essayer d'exporter notre pollution pour que la transition énergétique, ses aspects négatifs, ne soient pas visibles en Europe. Oui, merci, mais c'est un problème, quoi. Non, c'est un problème. Et il se trouve que je fais un rapport en ce moment sur la résilience nationale et justement, une des propositions de ce rapport que je vais présenter le 23 février, ça sera d'avoir un minimum d'autonomie sur les terres rares en Europe. D'ailleurs, les Américains sont aussi en train de lancer de nouvelles mines à ce sujet-là. Mais là, j'allais dire, c'est un peu comme pour les ENR, les éoliennes. Sociétalement, il faut l'accepter. Quand on dit aussi, on réindustrialise, on n'a pas de paracétamol en Europe, etc., il faut aller expliquer à des gens qui vont avoir des sites Céveso près de chez eux. Et sur les mines, il faut qu'on soit prêt à l'accepter. On a eu, alors, sur un autre sujet, les mines d'or récemment en Guyane avec la montagne d'or ou autre, y compris en Guyane, ça a posé énormément de questions.
Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je dis qu'on ait les yeux ouverts sur tout ça et que sociétalement, ça demande de la pédagogie et ça demande aussi, je pense, beaucoup de recyclage, d'économie circulaire. Exactement. Parce que ce qui est bien il y a certaines choses, les vieilles énergies, c'est des technologies de flux où il faut toujours du pétrole qui arrive. L'intérêt avec les terres rares, j'espère, c'est qu'on va arriver à être davantage dans l'économie circulaire. Et une fois qu'on aura notre stock de lithium, j'espère, et si on arrive à bien gérer le recyclage, on pourra plus raisonner en stock et espérer recycler ce lithium. C'est un vrai enjeu de société de changer notre modèle économique et de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, ce que tu évoques là. Ce qui n'a pas été le cas depuis le développement et de l'ère industrielle. Mais maintenant, on sait qu'on vit quand même dans un monde de ressources finies et qu'on ne pourra pas continuer à avancer sans se préoccuper de ces ressources-là, comment on les travaille et comment on analyse tout le cycle de vie et qu'on travaille le recyclage. Je me permets aussi de rebondir sur le côté acceptation sociale. Clairement, on a des difficultés à faire accepter les éoliennes. Là, on nous explique qu'on va lancer de nouveaux réacteurs et qu'on va le faire sur des sites de centrales nucléaires. J'ai du mal à imaginer que s'il fallait aller en mettre ailleurs, il y ait une acceptation sociale de la part des riverains ou des élus à avoir une centrale près de chez soi. Je pense que c'est une vraie discussion, c'est un vrai sujet. Il y aura toujours des nuisances. C'est comme l'industrie, il y aura toujours des nuisances. Il n'y a pas d'électricité magique. Donc là-dessus, il faut essayer de faire les moins mauvais choix. Moi, je pense aussi qu'on a besoin d'un réel débat énergétique dans notre pays, un débat qu'on n'a pas eu depuis de nombreuses années. Les investissements, on les a retardés ou on ne les a pas faits. On a testé avec l'EPR de Flamanville. Je rappelle qu'avant, on arrivait à lancer des centrales nucléaires entre 6 à 8 ans. Maintenant, Flamanville, ça a été débuté en 2007, on est en 2022. Il faut aussi se poser ces questions-là de temporalité et d'essayer de trouver les meilleures solutions. RTE a proposé un certain nombre de scénarios. Moi, j'aimerais qu'on les travaille et qu'on les regarde de très près, pas forcément faire des annonces et qu'on travaille et qu'on ait un vrai débat énergétique. Tout à l'heure, on évoquait la question du prix de l'énergie. Est-ce qu'un Français moyen, quand il regarde sa facture d'énergie, il est capable de comprendre pourquoi cette facture, elle est comme ça? Qu'est-ce qui relève du transport? Qu'est-ce qui relève de la production? Qu'est-ce qui relève de la distribution? Et qu'est-ce qui relève de la taxe? Oui, et effectivement, de la péréquation tarifaire. Je crois qu'il y avait Eric tout à l'heure qui levait la main, si je ne me trompe pas. Je vois qu'elle était baissée entre-temps. Peut-être que la question, on l'a baissée entre-temps. Oui, j'avais une question, mais qui se situait davantage dans la première partie de ce débat, sur la partie éclairage public dont la première question était issue. Et je voulais poser justement une question à Eric Pérez sur le retour attendu, parce que bien souvent on nous dit oui, ça coûte cher de changer l'éclairage public, transformer l'éclairage public en LED et en gestion, je dirais, automatique de l'éclairage. Quel est le retour sur investissement d'après l'expérience que le CIGERLI peut avoir? Combien de temps il faut pour investir, pour récupérer l'investissement pour un nouvel éclairage? Merci pour votre question. Alors, je ne peux pas vous faire une réponse avec un chiffre précis parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. D'abord, il va y avoir l'état de la vétusté du parc. En fonction de cette vétusté-là, on ne va pas avoir le même retour sur investissement qu'un parc qui serait un petit peu plus moderne. Après, il y a aussi de prendre en compte les prix de l'énergie. Les prix de l'énergie étaient bas, il y aurait un retour d'investissement qui serait plus long. Avec les prix de l'énergie et de l'électricité qu'on a actuellement, on sait qu'on a un retour sur investissement qui peut être assez rapide. Mais il est d'autant plus rapide, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'aspect gain de puissance parce qu'on passe à une technologie qui est moins consommatrice, qui est plus performante, mais après qui nous permet aussi d'avoir un pilotage d'usage qui va nous permettre de réduire les puissances à certaines heures. On teste notamment, la personne qui a pris la parole précédemment évoquait qu'il habitait à Lyon, à Montchat, il y a un quartier où on a abaissé la puissance à 90% et pourtant, on voit correctement, on n'a pas de difficulté. C'est un gain énergétique assez important qui va compléter le fait d'utiliser juste la technologie LED. Le retour sur investissement, en fait, il est assez rapide. Je vous donnerai une moyenne, il est entre 7 et 10 ans, mais il peut être encore beaucoup plus rapide.
C'est un investissement qui peut paraître important, mais aujourd'hui, on a parlé d'investissement notamment sur la rénovation du patrimoine public, où là, on a des montants de travaux qui peuvent dépasser les millions d'euros et sur lesquels on a des gains de consommation énergétique qui vont être l'ordre de dizaines de milliers d'euros. C'est sans aucune mesure. Moi, j'incite vraiment les communes à investir fortement sur les LED. Il y a un gain très rapide. C'est une baisse des charges de fonctionnement, c'est une baisse des consommations énergétiques. Ça a un vrai intérêt. Ce que j'expliquais à Thomas cet après-midi, c'est que nous, on a un groupement d'achat d'électricité, ce que je vous disais en début, qui représente 150 gigawattheures. Et sur les 150 gigawattheures, il y a 40%, c'est juste l'éclairage public. Si on arrive juste à installer de la LED sur l'ensemble du parc, on passe au moins à 50% de baisse. Et en plus, on fait de l'usage, on peut aller jusqu'à moins 75%. On réduira d'autant les factures, d'autant la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Merci pour votre réponse. Alors, je vais en profiter, je vais peut-être abuser pour une deuxième question. Il y a dans la métropole et au niveau national d'ailleurs un plan éco-rénov pour l'habitat. Oui. Donc à Lyon, j'ai participé pendant la semaine du climat à un atelier de restitution des chiffres. Bon, ils ne sont pas vraiment éloquents en termes de résultats, moi je trouve. Sur les 700 000 logements que compte la métropole, il y a quand même très très peu de logements. Il y a 18 000 logements qui ont été rénovés en 5 ans. Donc ça pose quand même question. Et vous, Cigerli, puisque vous êtes en relation avec les communautés, les communautés de pays, les communes, etc., est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que vous ne pourriez pas être moteur justement pour activer cette sobriété énergétique pour les bâtiments publics? Alors, pour vous répondre déjà sur l'aspect ALEC, effectivement, on peut considérer que c'est encore peu. Il faut rappeler que là, en tout début de mandat à la métropole, on a doublé le budget sur le sujet auprès de l'ALEC. C'est souvent ce qu'on va répéter ce soir, mais le nerf de la guerre, c'est le financement. Et si on n'a pas... L'ALEC, tu pourrais peut-être préciser ce que c'est. L'ALEC, c'est l'Agence locale d'énergie et de climat qui travaille notamment ces sujets autour de la question énergétique et notamment de l'habitat, donc qui est le guichet qui travaille éco-rénov et donc la rénovation des habitations des particuliers. On a aussi à trouver des structures porteuses. Donc, si dans la présentation que vous avez dû avoir pour la semaine du climat, vous avez dû voir qu'on a été plus performant auprès des bailleurs sociaux et de certaines copropriétés et qu'on n'a pas été très très bon, par exemple, sur les maisons individuelles. Après, vous n'êtes pas sans savoir que faire des choix dans une copropriété, ce n'est pas toujours évident. Alors, imaginez sur des travaux qui sont financièrement assez importants, on a pu avoir du mal. Et je rappelle que l'ALEC, ça doit être 35 agents actuellement et qu'il y a 5 ans, ça devait être 15 agents. Donc, on a lancé une première chose, c'est une première étape. Maintenant, il faut augmenter, continuer et accompagner. Mais il faut aussi trouver des gens qui nous aident pour cette partie-là. Sur la partie bâtiment public, en fait, nous, on travaille ce sujet-là pour accompagner les communes membres du CIGERLI pour leur permettre de réaliser un certain nombre de travaux dans le but de réduire leur consommation énergétique. Cet après-midi, on a visité une école pas très loin à Marcy-l'Étoile. On a réussi à obtenir des financements de la préfecture de près de 80% sur le budget. La grosse difficulté pour les communes, c'est que le service conseil en énergie partagée qui les suit, qui leur fait les suivis de consommation, les audits et qui fait des préconisations de travaux, quand ils voient la facture, ils ont tendance à dire on ne va pas toucher à l'enveloppe du bâti, par contre, on va changer les chaudières. Mais ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à réduire fortement la consommation énergétique et en accompagnement sur les travaux. Et pour ça, on a besoin de trouver des modalités financières, on a besoin d'être accompagné. On a réussi à être accompagné par la préfecture sur certains dossiers. On ne serait pas contre une aide de l'État sur ces sujets-là et pour pouvoir amorcer la pompe, parce que c'est un intérêt aussi pour le privé, parce qu'on va réussir à faire monter en compétence les entreprises qui vont nous permettre de créer un écosystème d'entreprises performantes et créer aussi de l'emploi local. Mais on s'y attelle aussi à rénover le patrimoine public. Il y a Jean-Paul qui avait une question, je ne sais pas si Jean-Paul souhaite la poser oralement, concernant une nouvelle source d'énergie. Oh. Et simplement, on a visité ensemble, le député, une équipe du conseil de circonscription, cette petite entreprise de Vourles qui s'appelle Alitech et qui
entre autres choses, construit des turbines génératrices d'électricité pour équiper les petites chutes d'eau. Et est-ce que pour la Cigerlie, ce serait une voie à étudier en secteur de montagne, donc peut-être les monts du Lyonnais, même si ce sont des petites choses? Je vous réponds, je souris sous le masque parce que Mont-du-Lyonnais, ce n'est pas le territoire du Cigerlie, c'est le territoire d'un autre syndicat d'énergie. Donc, ce n'est pas nous qui allons le travailler. Je sais qu'il y a eu une expérimentation dans le Rhône sur des hydroliennes près de Caluire. C'est la métropole qui a piloté ça. Je vous avoue humblement qu'on n'a pas eu de retour sur cette expérimentation, ce qui est en général pas très bon signe. Mais par contre, moi, je pense qu'on a nécessité d'accompagner des innovations et de réfléchir à tout ce qui pourrait nous aider à produire de l'énergie de manière décarbonée. On a besoin dans le mix. Le mix ne peut pas être juste avec une seule source. Donc, pourquoi pas. Mais nous n'interviendrons pas sur les monts du Lyonnais. Ouais. Alors, peut-être pour faire part d'un retour d'expérience à ce sujet-là, le syndicat d'énergie de la Loire, le Ciel, oui, a fait des expériences de micro-turbinage, donc plus par rapport effectivement à des rivières, à des milieux aquatiques. Et également au syndicat des eaux des Monts du Lyonnais, comme l'exemple était cité, il y avait deux grands axes qui sont travaillés. Le premier, c'est récupérer l'énergie qui passe dans les réseaux d'eau. Oui. Puisque sur le syndicat des eaux des Monts du Lyonnais, on a 400 réducteurs de pression. Et le job des réducteurs de pression, en fait, c'est justement de casser l'énergie. C'est de faire en sorte que la pression que vous avez dans les gros tuyaux, elle ne fasse pas exploser tous vos robinets chez vous. Parce que là, on imagine que la pression des châteaux d'eau serait énorme. Et donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait réduire certains de ces réducteurs de pression qui, encore une fois, sont des choses qui dissipent de l'énergie. Ce sont des freins, les réducteurs de pression, pour faire du micro-turbinage. Donc, on avait essayé de faire des études à ce sujet-là, sachant que le potentiel économique n'était pas encore tout à fait suffisant. Mais là encore, tout dépend du coût de l'énergie qu'on a par ailleurs. Mais je pense qu'on y viendra, puisque je pense que quand même, dans les années qui arrivent, l'énergie va être de plus en plus chère. Donc, on aura intérêt à récupérer cette énergie. Et le deuxième axe d'effort qu'on avait côté syndicat des eaux, c'est que toute l'eau des Monts du Lyonnais est pompée dans une nappe phréatique dans le Rhône. Et donc, ça coûte énormément d'électricité de monter cette eau dans les Monts du Lyonnais. Ça coûte environ 1 million d'euros par an d'électricité. Et la bonne manière qu'on avait de voir les choses, c'était de consommer l'énergie au bon moment. Puisque vous savez, l'énergie, en fait, elle est très fluctuante au cours de la journée, soit parce qu'il y a des capacités de production non pilotables type ENR, justement, ou soit parce que le besoin énergétique change. Et ce qui est très important, finalement, pour optimiser les choses, c'est de plutôt orienter les consommations quand il y a beaucoup d'électricité. Oui, vous savez qu'en permanence, en matière d'électricité, on doit équilibrer l'offre et la demande. Et donc, l'idée, c'était de dire, étant donné on peut pomper l'eau, grosso modo, comme on veut, à quelques heures près, parce qu'on remplit des réservoirs avec cette eau qui vont à nouveau ensuite descendre par voie gravitationnelle. L'idée, c'était d'être intelligent dans le moment où on consomme cette eau pour économiser globalement de l'énergie. Donc voilà, c'était les pistes étudiées côté Mont du Lyonnais. Peut-être un dernier élément de réflexion, et demain, je rappelle qu'on fait une visite au CNR, c'est demain matin, donc Compagnie nationale du Rhône. Aujourd'hui, l'intérêt de la production hydroélectrique, c'est essentiellement d'être une méga batterie, c'est-à-dire d'être en mesure de délivrer beaucoup d'énergie quand on en a besoin, quand on a une pointe, par exemple. Et c'est l'intérêt des barrages hydroélectriques qu'on a en France et également de la CNR, c'est de dire on ouvre les vannes pour produire l'électricité quand on a une petite pointe de consommation ou autre. Et il y a même des barrages où on va remonter l'eau la nuit, ça s'appelle des stations de transfert d'énergie, pour redélivrer de l'eau au moment où on en a besoin. Voilà. Puisqu'encore une fois, ce qui est problématique en matière d'électricité, c'est plus la gestion des pics, et ça l'est d'autant plus avec les ENR, puisqu'il n'y a pas toujours du vent ou du soleil. Et donc, comme cette capacité n'est pas pilotable, il faut des moyens de stocker de l'énergie. Voilà. Dans la salle, s'il y a des interventions ou des J'ai une petite question pour ne pas trop abuser, et après je vais taire. Je m'adresse à notre président de Cigerlie. Oui. Quelle est la mesure qu'il faudrait prendre, à votre avis, pour vraiment faire bouger les lignes sur l'installation du photovoltaïque sur les grands toits, sur les toits plats, sur les milliers de mètres carrés
d'entrepôts que nous avons dans notre région. Ça n'avance pas. Les projets actuels de construction, je pense par exemple à la petite zone industrielle de Marcy-Étoile qui vient de se mettre en place, il n'y a pas 1 mètre carré de photovoltaïque de posé. Donc, quelle serait, d'après vous, d'après votre expérience, la bonne mesure qu'il faudrait prendre aujourd'hui, très rapidement, pour essayer de faire bouger les choses? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais effectivement, sur le solaire, il y a la norme administrative qui est un petit peu difficile. Après, il y a aussi, et hier, on était en visite avec des élus, visite organisée par Enedis. Et dans les visites qu'on a pu voir, il y avait un site d'ombrière photovoltaïque à Corba. Et le sujet qui a été évoqué par les élus avec Enedis, c'était les délais de raccordement d'Enedis qui sont extrêmement longs. C'est-à-dire qu'ils sont tellement longs qu'en fait, les gens repoussent les projets. Après, sur la solarisation des toits et des zones d'activité, il faut d'abord une première chose. Il y a le cadastre solaire qui nous permet de savoir si le bâtiment il est bien orienté, il permettrait d'avoir une performance énergétique, etc. Ça, c'est un élément qui nous permet de savoir si le lieu géographique il est bon. Après, il faut aller sur site et regarder si le bâtiment il peut ou pas être équipé de cellules photovoltaïques. On en a visité cet après-midi sur un centre de loisirs à Craponne. On nous a expliqué qu'à l'époque, on n'a pas pu le mettre sur le toit directement. On l'a mis en pare-soleil parce que le toit n'aurait pas pu avoir ces cellules-là. Donc depuis, ça évolue un petit peu. Les cellules sont de moins en moins lourdes. Donc je trouve des choses qui sont souples, mais qui ne sont pas aussi performantes en termes d'inertie énergétique. Moi, vraiment, il y a encore des contraintes administratives et il y a encore des contraintes de raccordement au réseau de distribution de la part d'Enedis. Enedis, hier, nous a dit qu'ils allaient tenter de réduire, diviser par 2, leur délai de raccordement. Moi, j'ai incité à ce qu'Enedis ait une ambition d'aller bien au-delà de 2 parce que ça ne sera pas suffisant par rapport à un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe nationalement, mais aussi localement. La métropole dit qu'elle veut multiplier par 10 la solarisation. Nous, on est prêt à le faire, sauf qu'après, si techniquement, ce n'est pas possible, et si on n'est pas accompagné par ceux qui nous permettent de raccorder au réseau, eh ben, on ne réussira pas ces objectifs-là. Et que dit Enedis? Quelle est la raison que met en avant Enedis pour cet énorme retard? Alors, moi, je ne vais pas parler à la place d'Enedis. On a un lien contractuel. Je suis concédant en tant que représentant du CIRLI, son concessionnaire. Mais moi, j'aurais tendance à dire, et je crois que j'ai une personne qui a été réserve militaire à côté de moi, c'est à peu près l'équivalent de la grande muette, Enedis. Essayer d'obtenir des informations, pourquoi ils n'arrivent pas à être très rapides. Moi, j'ai du mal à les obtenir alors que c'est moi qui suis en lien avec eux. Je te rassure, l'armée communique bien maintenant. Concernant Enedis, il y a un point particulier, c'est la transparence qui est due concernant la capacité des réseaux. Parce qu'il y a un point parfois qu'on a du mal à mesurer. On se dit tout le monde est raccordé en électrique, donc je peux mettre des capacités de production de partout, des panneaux solaires de partout. Mais en fait, il y a un point qu'il faut bien comprendre, c'est que le réseau n'est pas dimensionné forcément pour accueillir, pour transporter, on va dire, des capacités de partout. Et donc, côté Enedis, il y a un travail qui est en cours pour être plus transparent sur ce que peut faire le réseau. Et un extranet est en cours de développement pour qu'on puisse voir sur une carte où sont les capacités de production solaire. Je ne sais pas, Denis, ça a dû vous en parler. Et moi, le timing que j'ai en tête, c'est que ça va être testé au printemps et déployé d'ici l'été. Je ne sais pas si Enedis s'est engagé à ce sujet-là à votre propos. Voilà, mais en tout cas, dans les prochains mois, il y a un sujet de ce côté-là. Ouais. Après, il faut essayer de rappeler aussi l'organisation énergétique et électrique de la France. C'est beaucoup de grands sites, c'est quelques grands sites de production, que ce soit les barrages hydroélectriques ou que ce soit les centrales nucléaires. Ça, c'est la production organisée par EDF. Après, vous avez le transport qui est organisé par RTE. Et après, une fois avec la haute tension, vous arrivez à des postes sources pour la distribution d'énergie qui est relayée par Enedis, dont c'est le travail. Puis à la fin, ça arrive jusque chez vous. Et la fourniture, on a une organisation qui était encore très centralisée. Alors après, c'est un pléonasme, parce qu'en France, on a encore beaucoup d'organisations trop centralisées. Maintenant, avec cette transition énergétique, on a de plus en plus de sources de production locale. Et effectivement, il faut s'assurer que le réseau puisse distribuer correctement cette énergie et que tout se passe bien dans un réseau qui, parfois,
est vieillissant, et je me permets d'avancer sur ce sujet-là. On a, nous, un sujet avec notre concessionnaire Enedis de résorption de technologies qui posent problème. J'évoque là les câbles à papier imprégnés qui sont encore une partie prenante de notre réseau de distribution électrique et qui, au vu des canicules que nous connaissons l'été maintenant, sont des sources qui posent réellement problème et qui ne supportent pas les grosses chaleurs. Donc, on a un travail à mener de résorption et d'investissement de la part d'Enedis sur ce sujet-là, car quand je les écoute, on me dit « Monsieur Pérez, ne vous inquiétez pas, on traite le sujet ». Mais au vu des canicules, de leur fréquence et de leur intensité, l'atterrissage d'après Enedis, on aura résorbé toutes ces problématiques en 2070. Personnellement, en 2070, si tout va bien, j'aurai 90 ans. J'espère qu'on aura quand même accéléré ce mouvement-là qui risquerait de nous poser des problèmes sur le réseau électrique lors des étés. Donc voilà, pour une réponse technique. Alors, je vois qu'on a La régie m'indique que nous avons une réponse, une question au téléphone. Tu peux nous mettre en... Au parlant, M. Brochu, vous pouvez y aller. Alors, M. Brochu, il aurait pu parler en visio, mais tout à l'heure, comme il y avait du... Il a beaucoup de problèmes avec ça. Okay. J'ai dû couper le son tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'interventions. M. Brochu, on vous écoute. Oui, monsieur Gassillou, bonsoir. Merci de me prendre sur votre conférence. Oui. Voilà, on est propriétaire bailleur d'appartement à Tassin-la-Nuit, dans une copropriété de 50 logements, et on a fait faire un audit énergétique le 30 juin 2016. C'est bien le 30 juin 2016 pour une copropriété de 50 logements. Quand je vous entendais tout à l'heure de parler du retour sur investissement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et quand je consulte l'audit énergétique qui a été fait par la société Prégim, une société sérieuse, hein, et quand je regarde le retour sur investissement, ça me laisse penseur. Je donne deux, trois exemples. On isole les combles, retour sur investissement, 16 ans. On met une VMC, retour sur investissement, 19 ans. On fait l'isolation à l'extérieur, retour sur investissement, 23 ans. En somme, pour un F4, on dépenserait environ 15 000 euros. En parallèle, on consomme 25 000 euros de gaz pour 50 logements, c'est-à-dire 500 euros de gaz par an. Si on fait l'isolation, on nous promet 10% d'économie. Il y a 10% de 500 euros, ça fait 50 euros d'économie par an. Et à côté de ça, il y a une dépense de 15 000 euros. Donc, vous pensez que le retour sur investissement n'est pas satisfaisant. Ouais. En plus, M. Gassillou, il y a une loi que vous devez connaître, la loi transition énergétique numéro 2015-992 du 17 août 2015. Je vous la lis. Quand il y a une disproportion manifeste entre le bénéfice énergétique de l'isolation et son coût, le maître d'ouvrage doit justifier de retour sur investissement supérieur à 10 ans par une étude thermique pour être exempté d'isolation. Donc là-dedans, je ne comprends plus. Depuis 10 ans, on nous dit qu'il faut isoler, mais dans les faits, les retours sur investissement faits par des sociétés sérieuses, très sérieuses, ne sont pas en adéquation avec la dépense. Ok, j'ai bien compris. Donc, alors, ce que je comprends de votre question, finalement, donc vous vous interrogez sur le retour sur investissement et vous vous dites finalement ce délai de retour sur investissement, il est trop long à 15 ou 20 ans, si je comprends bien. Et si ça peut vous inquiéter, même tout à l'heure, on parlait de projets publics où les retours sur investissement étaient encore beaucoup plus longs sur certaines communes qu'on a visitées. Et on a eu un débat cet après-midi même entre nous. Je résume un peu les deux positions caricaturales, mais chacun était bien sûr entre les deux. Il y en a qui disaient, quoi qu'il en soit, c'est tellement important la transition énergétique, j'allais dire, il faut faire de l'isolation quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression. Et il y en a d'autres qui disaient, non, quand on est un particulier, quand on est une commune, un maire, il y a quand même une limite dans ce qu'on peut faire financièrement parce qu'on a d'autres dépenses aussi à gérer. Et donc, en fait, c'est aussi toujours ce débat qu'on avait pendant les Gilets jaunes entre la fin du monde et la fin du mois, quoi. Comment on fait pour gérer les deux trucs. Mais en fait, alors moi, je ne sais pas si tu veux commencer à répondre parce que j'allais dire tout est question de financement. Parce que si monsieur s'il nous dit j'ai un retour sur investissement de 15 ans, mais s'il arrive à financer son investissement avec un emprunt sur 15 ans et que finalement
l'économie mensuelle lui permet de financer la traite de son emprunt, tout le monde est content aussi, non? Comment tu vois les choses, toi? Moi, je ne veux pas remettre en cause l'étude qui vous a été faite et la qualité de l'entreprise. Par contre, je m'interroge quand même sur le gain énergétique de 10% pour une rénovation. C'est assez faible au final. Quand on passe par le dispositif Éco-Rénov', par exemple, on va être bien au-delà des moins 10%. Donc, moi, je suis particulier comme vous, hein, monsieur. Si on m'annonce de faire des travaux et que j'ai un gain énergétique de consommation qui est de moins 10%, je vais sincèrement pas aller là-dedans. Par contre, quand on va proposer des opérations qui vont être bien plus importantes et qui vont permettre de réduire fortement la consommation, je vais m'interroger et surtout, et je crois que ça, c'est un travail qui est porté par de nombreuses associations en France. Je crois qu'il y a un travail aussi avec la Direction générale énergie-climat au niveau national, d'essayer d'avoir quand même un système, un dispositif qui laisse le moins de reste à charge possible pour l'usager qui voudrait rénover. Parce que sans ça, effectivement, on va monter des plans tous les 10 ans pour essayer de rénover les logements et on ne le fera pas parce qu'on n'y arrivera pas. Puis essayer de trouver des solutions aussi, et ça, on l'évoquait cet après-midi avec monsieur le maire notamment, d'ingénierie financière que nous, on essaye de voir auprès de nos banques pour dire, nous, on veut bien financer des travaux, on veut bien forcément rembourser les emprunts qu'on aura obtenus, mais d'obtenir un décalage dans le temps qui nous permet de rembourser ces emprunts-là avec les économies d'énergie qu'on aura réalisées. Alors peut-être avant d'avoir la réaction de M. Brochu, je crois qu'il y a Marc qui mettait dans le chat deux remarques intéressantes. C'est qu'effectivement, la première, c'est que le coût de l'énergie va augmenter. Et donc, votre délai, finalement, va diminuer au fur et à mesure que le coût de l'énergie va augmenter. Et ça, malheureusement, on essaie de faire au niveau national que ça n'augmente pas brusquement. Mais je pense qu'on peut admettre que le coût de l'énergie va augmenter. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un impact sur la valeur du bien en cas de revente. C'est Marc qui dit ça. Et moi, je vous retournerai une question, M. Brochu, c'est selon vous, quel serait le bon délai de retour sur investissement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, selon vous, serait le délai qui permettrait de déclencher cette décision d'isolation pour vous? Alors, je vous réponds parce que on n'est pas ennemi de nos intérêts. Je prends pour un autre exemple qui est plus parlant. Il y a la loi qui oblige, quand c'est un chauffage collectif, à mettre sur les radiateurs des compteurs d'énergie. Quand vous faites le bilan, à gauche les recettes, à droite les dépenses, c'est pas rentable. Donc là encore, à l'Assemblée générale, en général, l'Assemblée générale, c'est moi qui la préside. Je pose la question à l'Assemblée générale, messieurs les copropriétaires, est-ce que vous voulez faire mettre des compteurs d'énergie comme la loi nous oblige? Vous savez la réponse? 100% non. Deuxième point, la loi nous oblige à faire une provision de travaux à hauteur de 5% du budget prévisionnel. C'est la loi. Donc, je pose la question à l'Assemblée générale depuis 4 ans. Messieurs les copropriétaires, est-ce que vous voulez faire un fonds de travaux à hauteur de 5% du budget prévisionnel? Résultat, contre 100%. Et là, ils préparent la loi du mois d'août 2021, qui est le plan pluriannuel à 10 ans. Vous en avez entendu parler, je pense. Oui, vous parlez de la loi climat et résilience, c'est ça? Comment? Vous parlez de la loi climat et résilience? J'entends très mal, excusez-moi. Non, mais ok, oui. Qui a été voté au mois d'août 2021, comme quoi, dans les copropriétés, plus de 50 logements, il doit y avoir à établir un plan sur 10 ans de travaux. Ben, là encore, je suis désolé, mais l'État, quel qu'il soit, n'a pas à s'immiscer dans la gestion des copropriétés. Pourquoi voulez-vous que nous, copropriétaires, on aille contre nos intérêts? Si c'était si rentable, l'isolation énergétique, il y a pas longtemps qu'on l'aurait fait, mais sachez, monsieur, que dans ces copropriétés, par exemple, il y a des personnes âgées dont le mari est en maison de retraite, il faut payer 2 500 ou 3 000 euros. Comment voulez-vous demander à ces copropriétaires de dépenser encore 15 000 euros pour faire l'isolation? Il faut qu'on m'explique. Ouais. Les aides, j'en parle même pas, c'est qu'un carfanol. OK. On a bien compris votre retour, M. Brochu. Alors, peut-être Eric pourra apporter un dernier élément. Non, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est on doit mettre en place des dispositifs qui nous permettent de limiter le reste à charge pour les personnes. Vous évoquez la situation que vous avez, monsieur,
de copropriétaires. On sait qu'on a aussi des difficultés sur toutes les personnes qui subissent la précarité énergétique et qui ne réalisent absolument pas de travaux. Et quand je parle de précarité énergétique, je tiens à insister sur le fait que la précarité énergétique ne touche pas non seulement des gens qui pourraient vivre dans des quartiers politiques de la ville, etc. Mais on peut avoir des exemples, comme vous avez pu donner, de personnes retraitées ayant une petite pension de retraite, vivant dans un petit pavillon de banlieue qui a été construit à une époque où on ne se posait pas la question et qui, ces personnes-là, peuvent être aidées parce qu'on a des minima sociaux et on a des accompagnements. Mais si on ne touche pas au bâtiment et si on cette difficulté-là, ils la vivront toujours. Donc, le nerf de la guerre, c'est essayer de limiter le reste à charge dans les travaux. L'organisme en garde des Bretons, on y a fait, je vous assure, c'est trop compliqué. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. C'est trop compliqué. Et je dois vous dire que quelle est, comment dire, la justice, moi je vis en maison individuelle. Oui. Personne, ma maison est très bien isolée. Mais je me fais l'avocat du diable. Qui oblige les propriétaires en maison individuelle à isoler? Rien. Par contre, quand vous êtes en copropriété, on vous oblige à faire des travaux. Vous ne pensez pas qu'il y a une inégalité là-dedans? Ouais. Non, mais c'est une question que vous posez. C'est un vrai sujet, effectivement. Ouais. Monsieur, je me permets, je veux vous dire, parce que vous en êtes comme un de représentant, dans les assemblées générales, il faudrait assister, mais peut-être que vous assistez à des assemblées générales. Certaines, moi-même, je suis copropriétaire de certains endroits. Ce que j'entends, c'est que les gens disent on n'a pas besoin de l'État. De droite ou de gauche, je m'en fous. Ouais. On n'a pas besoin de l'État pour gérer notre copropriété, on est assez grand. Alors, des plans pluriannuels à 10 ans, les gens n'en veulent pas. Les compteurs sur les radiateurs, les gens n'en veulent pas. Les audits énergétiques, parce qu'en 2025, il va falloir qu'on refasse les audits énergétiques. Je vous mets ma main coupée qu'en 2025, quand l'Assemblée générale, je demanderai aux gens, la loi nous oblige à faire un nouvel audit énergétique, remplacer celui de 2016. À 100%, les gens vont dire on ne veut pas d'audit énergétique. Et je peux vous dire qu'une chose, j'entends des choses vraiment peut-être vraies, que ce critère d'audit énergétique, ensemble, c'est le service commercial de l'industrie du bâtiment. Nous, copropriétaires, on n'est pas chargés en France d'apporter du travail aux gens. Ce n'est pas le boulot des copropriétaires. C'est ce que j'entends, moi. OK. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos remarques concernant les copropriétés. Bon, ça fait, en tout cas, effectivement, c'est vraiment à prendre en compte entre les collectivités, les habitats individuels, les copropriétés et autres formes d'habitat collectif. Et voilà, et ça nous ramenait à plusieurs réflexions qu'on a eues aujourd'hui. Alors, sauf si quelqu'un a vraiment une dernière intervention, je vous propose de... Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir une dernière fois? Je sais que notamment, il y avait Jean-Luc qui avait plusieurs questions au début, finalement, qui a pu en poser qu'une seule. Je ne sais pas si Jean-Luc veut quand même, comme je l'ai coupé tout à l'heure, s'il veut quand même poser sa question. On a répondu à d'autres questions entre-temps. Oui, Jean-Luc est encore là, oui, merci. Ah, Jean-Luc est encore là. Merci. Oui, beaucoup de questions. On a parlé de photovoltaïque. On a un potentiel qui est gigantesque. Ce sont toutes nos toitures. Bien évidemment, il faut qu'elles soient bien exposées pour pouvoir recevoir des panneaux photovoltaïques dans de bonnes conditions. Moi j'aimerais sur Brunier, par exemple, pourquoi ne pas... Parce que quand on a un projet photovoltaïque, on est tout seul devant notre dossier, il faut qu'on se batte, qu'on essaie de trouver le meilleur interlocuteur, et c'est pas facile parce qu'il y a parfois des gens qui sont pas très honnêtes dans ce domaine. Moi, j'aimerais, sur Brunier, sur peut-être la communauté de communes, pourquoi pas, monter un projet de photovoltaïque, un projet collectif de photovoltaïque sur nos toitures, mais individuel, donc un projet collectif d'installation individuelle de photovoltaïque. Pour ça, il faudrait pouvoir être aidé par la commune, par peut-être le département, la communauté de communes, pour pouvoir avancer. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, c'est difficile, on a peur de se faire avoir, et de façon à inciter les gens à installer des photovoltaïques sur les toits. En Allemagne, il y a beaucoup de photovoltaïques.
En France, c'est très réduit. Alors, sur les démarches collectives, vous avez l'exemple des centrales villageoises. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Notamment, vous pourrez regarder, alors désolé encore de citer un exemple des Monts du Lyonnais, mais vous avez Mont Énergie, comme Mont du Lyonnais Énergie, qui est une démarche collective faite par des citoyens comme vous qui installent des panneaux solaires. Voilà. Et sinon, vous pourrez regarder les centrales villageoises. Dans les vallons du Lyonnais, vous avez Cévival, centrale villageoise des vallons du Lyonnais, qui fait ça. Donc, ça peut être effectivement une piste d'initiative citoyenne, éventuellement aidée par la collectivité pour avancer. Voilà, j'espère que ce retour vous convient. Alors, il y a deux dernières interventions, mais alors si vous pouvez faire court de Yvan et de Gérard. Donc, Yvan, allez-y, et Gérard, peut-être on pourra prendre l'intervention dans la foulée, et ensuite on demandera à Eric de répondre et on pourra conclure. Oui, je reprends la parole. Il me semble que dans ce débat, on mélange deux choses qui sont le coût de l'énergie. Bon, on peut faire des progrès en économisant de l'énergie, et la nécessité de réduire nos émissions de gaz carbonique. Et aujourd'hui, les subventions sont uniquement faites sur le coût de l'énergie et pas sur le gain qu'on peut attendre en matière d'émissions de CO2. Et est-ce que là, il n'y a pas une confusion qui trouble un peu les esprits, quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner, vous faites tant de travaux, vous avez économisé tant de CO2, et puis voilà, ça vous donne droit à tant de réduction d'impôts, je ne sais pas quoi. Mais si on raisonne sur le coût de l'énergie proprement dite, c'est vrai que ça ne vaut pas le coup de changer des ampoules à incandescence par des LED. Vous allez avoir un retour sur investissement de 10 ans, quoi. C'est ce qu'on appelle la taxe carbone, c'est-à-dire le fait oui. Et donc, en fait, le sujet est là, parce que je pense que pour faire changer les choses, on a soit l'approche normative, comme on disait, c'est-à-dire de mettre des obligations, et on voit bien monsieur de la copropriété qui nous dit en quoi il vit mal ces obligations, ou soit effectivement vous avez la fiscalité, en tout cas la taxe carbone, qui permet d'inciter les énergies vertes, au contraire de fiscaliser les énergies qui produisent du carbone, et ensuite les opérateurs économiques, y compris les copropriétés, font leur choix. Et leur choix économique et la taxe carbone permettent d'aller vers des choix vertueux. Donc je suis d'accord sur ce point. Eric, tu veux répondre avant d'avoir la dernière intervention? C'est juste pour compléter et dire que oui, on a nécessité d'avoir une taxe carbone qui nous permet aussi de savoir et de permettre ces financements-là, en disant que si le but, et je pense qu'on peut plutôt avoir un consensus, qu'on a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on ne peut pas faire autrement de toute manière, qu'il faut installer une taxe carbone. Par contre, il faut en choisir le bon prix. Mais là encore, on sait que quand on a essayé de le faire, on a été au-devant de grandes difficultés et qu'on doit faire non seulement preuve de pédagogie, mais aussi d'accompagnement, et que sans accompagnement, on n'arrivera pas à avancer. Mais on peut le dire à peu près sur tous les sujets. Mais on ne fera pas sans cette taxe carbone. Et dans un premier temps, on pourra déjà faire la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, ce qui sera déjà un sujet de compétitivité en plus. Alors, dernière intervention, si ça vous convient, de Gérard Baratier. Oui, non, simplement, moi, je regardais l'équipement en panneaux photovoltaïques sur la cartographie du Sigerli, et je me suis intéressé à la commune de Craponne en particulier où je réside. Oui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une installation photovoltaïque. Oui. Bon, c'est bien, mais je suis habitant depuis 25 ans, donc je connais bien la structure de bâtiments publics, aussi bien pour les bâtiments sportifs que les bâtiments de spectacle et tout ça. Et les bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés, il y en a quelques-uns. Donc, j'ai l'impression que ça démarre très, très lentement. Et quand je m'en étais ouvert auprès de Madame la maire, elle m'avait dit « Ouh là là, mais ça coûte très cher, les panneaux photovoltaïques. » Donc voilà, j'espère que tout ça est en train de bouger, que vous êtes plus sollicité pour des équipements, monsieur du Sigerli. Je vais vous faire une réponse courte aussi. Il faut bien comprendre que ce que vous avez vu sur notre cartographie, c'est les sites qu'on gère en site propre. Donc, en fait, il y en a 15 parce que les anciens élus avaient décidé de lancer ces expérimentations-là à l'époque où il y avait un tarif de rachat qui était assez pertinent, qui n'est plus du tout le même.
et qui a fait que les anciens élus, je parle de ça, moi je n'étais pas encore élu au CIGERLI, ont décidé d'arrêter parce qu'ils n'y trouvaient plus aucun intérêt. Et cet après-midi, on était à visite sur ce site-là avec M. Pastré de Craponne, qui nous dit, mais nous, on est intéressés pour essayer d'en faire ailleurs, mais il faut choisir effectivement les bons toits, qui aient un modèle économique qui permet que tout le monde s'y retrouve, et pas juste dupliquer un modèle où on installerait des panneaux photovoltaïques sur le toit, on produirait un petit peu d'énergie, et puis au bout de 20 ans, quand l'investissement il a été complètement amorti et que le panneau ne fonctionne plus, et l'entreprise ou l'opérateur qui vous a accompagné, ils disent bon, finalement, c'est fini. Et en fait, on se retrouve dans une situation où il faudrait de nouveau remettre des panneaux. Donc, il faut trouver des systèmes qui soient intéressants, et solariser tous les toits, ce n'est pas forcément la chose la plus pertinente. Ça peut l'être à certains moments. Il ne faut pas que ça soit uniquement un objectif financier. On partageait ça avec Thomas cet après-midi. Parfois, ça peut être aussi un engagement de la commune à dire « je participe ». Je le fais sur des sites où il y a un intérêt à sensibiliser. On en a sur des écoles, ça a un intérêt à dire ça. Et que la collectivité, elle contribue, mais qu'il n'y trouve pas forcément un gain financier derrière. On ne doit pas toujours être dans ce schéma-là. D'accord. OK. Bon, en tout cas, merci pour cette dernière intervention. Alors, on avait prévu de terminer à 19h parce qu'on a d'autres contraintes, je crois. En tout cas, merci à tous les participants. On a vu que les sujets énergétiques intéressaient beaucoup, et à la fois pour parler des sujets du quotidien et puis pour parler du mix énergétique. Et moi, je partage quelque chose avec Eric, c'est que je pense qu'il faudrait davantage de débats publics à ce sujet-là et de voir comment on peut, quelles sont les modalités d'organisation de ce débat public pour faire davantage. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. En tout cas, j'espère que ça vous a permis de découvrir un peu plus les compétences du CIGERLI en matière de réseau d'éclairage public, de production photovoltaïque et d'accompagnement des collectivités. Et je propose à Eric donc, de nous dire le mot de la fin avant de clôturer la visio. Déjà, je vous remercie. Je remercie Thomas et ses équipes de nous avoir proposé ce moment et qu'on ait pu dialoguer. En tant que président du syndicat, moi, je n'ai pas toujours l'occasion de discuter avec les usagers finaux. Donc, c'est intéressant d'entendre vos problématiques et comment on peut, nous, même si notre lien principal, c'est avec les collectivités, on peut participer activement à ces sujets-là. Et comme Thomas l'a dit, moi, j'insiste fortement sur le fait qu'on puisse avoir un vrai débat public sur l'avenir énergétique de notre pays. C'est des questions que tout le monde se pose. Ils vont être de plus en plus prégnantes et pas seulement sur le fait que les coûts de l'énergie augmentent. Et je pense que chaque Français aurait intérêt à mieux connaître comment fonctionne l'énergie dans notre pays pour mieux pouvoir évoquer ces sujets-là en famille et discuter et qu'on puisse tous débattre sereinement sur ces sujets. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous. Merci bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.